Donc je vais en profiter pour vous faire quelques petites annonces. Tout d'abord, bonne rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ben, il n'y a pas un grand oui, bon, ben d'accord. Bon, c'est la première pour nous aussi. C'est quoi tous ces gens qui rentrent par le haut là et qui ne se sont pas pointés? Oh, Daniel, elle ne va pas être contente. Hein, Daniel, tu laisses rentrer les gens par le haut? Comme ça? Hein, des risquilleurs? Bon, il faudra donner votre nom en sortant, hein, qu'on coche, parce que, évidemment, la salle était réservée archi pleine. Bon, alors je sais bien qu'il y a 20% qui ne viennent pas, qui ne se présentent pas sans prévenir. Il y en a beaucoup qui préviennent, hein, c'est gentil. Je voudrais voir si le pourcentage il varie et dans quel sens il varie. Bon, comme c'est la première aujourd'hui, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Bon, problème technique, il semble que notre ami François l'ait résolu et qu'il n'y a pas eu trop de difficultés pour vous. Alors bon, il n'y avait pas de panneau. Pour la prochaine fois, on mettra des panneaux, hein, parce que c'est pas facile. Je voulais... Alors, voilà. Comme toujours, il y a une vidéo directe. Alors, il y a une amélioration par rapport à la salle de télécom. C'est que maintenant, on a une meilleure qualité. On est transmis vraiment en direct par le CNAM. On a le conférencier et les slides côte à côte sur la transmission, sauf pour notre ami François, parce que comme il n'était pas au courant, moi non plus je n'étais pas au courant, il n'a pas la clé avec toute sa présentation pour pouvoir le transférer sur le PC du CNAM. Donc, pour aujourd'hui, ça sera comme d'habitude. Alors, vous voyez, les adresses qui sont données là, ce sont les adresses comme d'habitude sur YouTube, mais à partir de la prochaine fois, vous aurez l'adresse du CNAM pour voir en direct vraiment la conférence en meilleure qualité. Je la mettrai sur mon slide. Alors, tac. Je confirme qu'il faut rentrer par la porte rue Saint-Martin et non pas par le musée. Il y avait une petite inconnue, des gens se posaient des questions. Donc, on peut rentrer par la porte Saint-Martin, de la rue Saint-Martin. Alors, les prochaines... Je vais m'asseoir, tiens. Allez, ça ne coûte pas plus cher. Les prochaines conférences de la SAF, donc vous savez que la prochaine, ça sera avec Jean-Pierre Luminet, qui va nous parler de Hawking. Les réservations commencent à partir de demain matin, 9h. Je me doute bien qu'à 11h, elles seront déjà pleines. Donc, j'essaierai vraiment d'obéir à 9h, pas d'ouvrir plus tôt ou plus tard, pour que ceux qui tiennent vraiment à voir Jean-Pierre puissent s'inscrire. La dernière fois qu'on a fait ça à Télécom, les gens ont fait la queue jusque dans la rue. Et les gens étaient assis sur les marches, sauf qu'ici, c'est un peu plus difficile. Donc après, on va fêter les 100 ans de l'UAI, l'Union astronomique internationale, et c'est Jean-Louis Bougeret qui va nous parler d'un célèbre astronome qui s'appelle Benjamin Bayot, qui a été le premier président de l'UAI. En décembre, on aura Philippe Coué, spécialiste de l'astronautique chinoise, russe, indienne, etc., mais qui va nous parler particulièrement des Chinois. Est-ce que la Lune sera chinoise? Moi, j'ai la réponse. Je peux vous dire oui. Et alors, les autres dates, je travaille sur des conférenciers donc pour les dates suivantes. Vous voyez, c'est en principe le deuxième mercredi du mois, sauf en avril à cause de Pâques. C'est le 15 avril, ça doit être le troisième mercredi. Voilà. Donc, vous avez noté toutes ces dates. J'interroge pas à la sortie, mais presque. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'autres conférences dans Paris. C'est normal, hein, c'est le début de la saison, c'est plein. Hein.
Donc vous voyez, l'IAP c'est très intéressant, la synthèse des éléments légers, c'est complet. Hein. C'est souvent comme ça. Hein. Sinon, on fait une grande... je vais vous en parler après. Notez la date du 8 octobre. On fait un grand show à la Sorbonne. Je vous en parlerai. Qu'est-ce qu'il y a pour les gens de la SAF, la commission de cosmologie, le samedi 12 octobre. Oui, alors... bon... je n'ai pas trop compris, c'est pas grave. Bon. Bon, vous voyez aussi, moi je donne une conférence le 14 octobre. Vous savez que c'est le cinquantenaire d'Apollo. Et j'ai voulu faire un peu plus que ça. J'ai tellement donné de conférences sur les 50 ans d'Apollo, ça commençait, que j'ai voulu faire la suite. Vous savez que beaucoup d'agences spatiales veulent retourner sur la Lune, ou y aller sur la Lune pour ceux qui n'ont pas été, et on va voir un peu comment on peut retourner sur la Lune, aller vers Mars, aller peut-être vers les astéroïdes. Est-ce que la Lune est un avant-poste pour aller sur Mars ou les astéroïdes? Je vous ai préparé une belle conférence, donc si ça vous intéresse, c'est dans le cadre des conférences du CIS-PTT, qui eux aussi ne peuvent plus retourner à Télécom. Hein, bien sûr, ils avaient leurs entrées à Télécom et ils ont trouvé un auditorium, l'auditorium Ahara, dans le 13e aussi. Voilà. Et est-ce qu'il y en a encore? À l'Observatoire de Paris, Françoise Combe, mais elle ne tient pas beaucoup à ce qu'on fasse de la publicité parce que la salle est très petite. Mais pour les passionnés du Big Bang, elle va nous faire l'histoire du Big Bang, sous son aspect donc historique, dans la salle de l'atelier, le 16 octobre à 14h. C'est entrée libre, gratuite et obligatoire, mais il faut s'inscrire. Hein, donc vous vous inscrivez, vous cliquez sur mon site, vous cliquez sur le séminaire d'histoire de l'astronomie et vous inscrivez. Je pense que ça doit commencer à être plein. Voilà, je crois que ça, on a vu ça. Alors voilà ce dont je vous parlais. Le 8 octobre, dans l'après-midi, de 14h à 20h en gros, de 14h à 20h, on va fêter les 500 ans de la mort d'un grand génie, Léonard de Vinci, qui est mort en France, hein, vous le savez. Et on a réservé le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Alors, ceux qui ne connaissent pas le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ça vaut vraiment le coup, hein, rien que pour voir l'amphithéâtre, de vous inscrire et de voir cette pièce merveilleuse. Alors, on fait venir il y aura des prix Nobel, il y aura des astronautes, il y a Jean-François Clairvoy, il y aura Jean-Pierre Luminet qui sera là, il y a des tas d'autres personnes. Il y aura Bernard Foin, hein, que vous connaissez, de l'Agence spatiale européenne. Et l'idée, c'est un peu de voir comment on peut retourner sur la Lune, là aussi. Est-ce que Léonard aimait la Lune, avait envisagé tout ce qu'on avait prévu de faire pour aller sur la Lune? Le site que je vous ai écrit en haut, indico.yen2p3, etc., c'est le site pour s'inscrire. Bien entendu, c'est gratuit. Hein. Il y a 900 places. Hein. Mais il y aura du monde, hein, je pense. Donc, on n'a pas fait beaucoup de publicité pour le moment. Le programme va sortir demain. Vous le trouverez sur mon site, si vous ne le trouvez pas ailleurs. Alors, allez, la suite. Et voilà quelques photos de notre dernière conférence SAF à Télécom. Eh ben, c'était justement sur le futur, une table ronde sur le futur des voyages spatiaux avec nos amis que vous voyez ici, Olivier de Goursac, Nicolas Prantzos et Pierre-François Mouriot. Bon, salle pleine comme d'habitude. La prochaine fois, on reçoit Jean-Pierre Luminet, inutile de vous le présenter. Il viendra exprès de Marseille avec son accent qu'il a repris et nous parler de Hawking et de son univers. Et aujourd'hui, on reçoit François Forget,
astrophysicien, planétologue que vous connaissez. Il est au LMD, à l'Institut Pierre-Simon de la Place. LMD, ça veut dire, ne souffle pas, laboratoire de modélisation dynamique. Ah, météorite, bon, d'accord, voilà, un point pour lui. Et il va nous parler de l'exploration passée et future de Mars. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir, merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je trouve cette salle formidable. Ça fait longtemps que je n'avais pas été à Télécom, mais c'est aussi bien, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait longtemps que c'était... donc, je réalise tout d'un coup, en voyant tous ces regards aiguisés, que aujourd'hui, en fait, je suis bien à la Société astronomique de France. Et donc, je me rends compte que j'espère ne pas avoir fait une présentation trop grand public, mais j'essaierai dans mon propos de donner des détails. Et j'ai une présentation assez longue, mais je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse discuter ensuite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Mars, vous parler d'exploration. Jean-Pierre vous l'a présenté, un petit peu des missions à venir, des missions robotiques à venir, et puis quelques transparents à la fin, quelques slides pour parler de l'exploration humaine, faire un petit point. Pas aussi détaillé peut-être que ce que fera Jean-Pierre dans exactement 2 mois, le 11 décembre, si j'ai bien compris. Donc, Mars. Alors quand je fais une présentation devant du vrai grand public, pas ici, je commence par dire Mars, bien sûr, tout le monde connaît. Pendant des années, on a observé Mars à l'œil nu, petite tache rouge. Après, on a regardé ça au télescope. C'est très difficile. Le télescope... Je suis ici à la Société astronomique de France, vous avez tous déjà regardé, on ne voit pas grand-chose, il faut être honnête, c'est joli quand on sait, mais ce n'est pas facile de comprendre ce qui s'y passe, surtout quand il y a une tempête de poussière comme l'été dernier. Mais malgré tout, on avait pu apprendre des choses, échafauder des scénarios, et bien sûr, pendant longtemps, on a cru qu'il y avait de la vie, des martiens, et il y a toute une fiction passionnante qui a complètement disparu. Pendant très longtemps, on disait les martiens, on pensait les extraterrestres, et c'est plus trop le cas maintenant, parce qu'évidemment, maintenant, on sait que la vraie planète Mars, elle est vraiment différente. Elle est peut-être moins spectaculaire pour les astronautes d'Hollywood. Mais en fait, non. La vraie planète Mars, c'est un monde tout à fait extraordinaire, très actif et qui mérite d'être exploré. Et ça, on l'a découvert comment? Bien sûr, ce n'est pas juste avec des télescopes. Il a fallu y aller. Il a fallu des fusées, il a fallu des sondes spatiales. Je vous illustre ça avec la première sonde européenne qui a été autour de Mars. La première sonde à se mettre en orbite autour de notre planète, c'était Mars Express, donc c'était un lancement déjà en 2003, une mission sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Et puis voilà, on a eu de très nombreuses missions, encore aujourd'hui, donc vous avez un petit panneau dont je vais me servir pour vous décrire un petit peu le passé et l'avenir de l'exploration. Encore aujourd'hui, donc après les premières missions des années 70, Mariner 9 et Viking, il y a eu aussi les missions des survols dans les années 60, les grandes missions qui ont découvert le vrai Mars, Mariner 9 et Viking dans les années 70, puis le renouveau dans les années 90, Mars Global Surveyor, Spirit, Phoenix, tout ça. On arrive maintenant à quand même 6 satellites en orbite autour de Mars, actifs aujourd'hui, qui observent Mars sous toutes les coutures, à toutes les longueurs d'onde, si vous voulez. Et vous avez le robot Curiosity qui est actif, Spirit, InSight dont je parlerai tout à l'heure, et puis Opportunity, je l'ai laissé là, un peu par nostalgie, même si, comme vous le savez, il est mort de sa belle mort, c'est-à-dire tué par une tempête de poussière sur Mars à l'été dernier, il y a un peu plus d'1 an. Alors, que nous ont appris toutes ces missions? Je me suis senti obligé de faire un petit résumé quand même, me remettre un peu dans l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que cette planète Mars? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces missions nous ont montré que Mars était une planète très active, par bien des aspects aussi riches au niveau de sa géologie, de sa climatologie que la Terre. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de points communs. Comme vous le savez, même si vous avez une atmosphère beaucoup plus fine, on a une atmosphère près 100 fois plus fine, 6 hectopascales à la surface, essentiellement du dioxyde de carbone, on est 1,5 fois. Mars n'est pas juste à côté de la Terre, comme sur ce schéma, mais elle est 1,5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre.
Et donc elle est un peu plus froide, mais par ailleurs, il y a beaucoup de points communs. L'obliquité, l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan de l'orbite est de 25 degrés 2 par rapport à 23 degrés 5 sur Terre, c'est-à-dire que le cycle des saisons, même si l'année est un peu plus longue, est quasiment le même. La durée du jour, c'est 24 heures 40 minutes, donc on a vraiment, quand on travaille sur Mars, entre guillemets, ou quand on l'étudie, on retrouve tous ces repères. Et même au niveau scientifique, le fait que la rotation soit presque la même fait que la force de Coriolis qui contrôle la circulation atmosphérique, tout ça, c'est très similaire. Et donc on retrouve à peu près les mêmes phénomènes. Alors de même que sur Terre, le climat est rendu complexe par les nuages, les océans, la glace. Alors, on n'a pas d'océan sur Mars, c'est un climat hypercontinental. Par contre, on a d'autres phénomènes qui rendent la planète très active et compliquée. On a des tempêtes de poussière, comme on voit ici. Il se forme là, vous avez une dépression avec un front qui soulève du vent. La dépression se forme parce qu'on est au bord d'une calotte polaire de glace carbonique, donc l'atmosphère congelée. Ça, c'est très exotique par rapport à la Terre. On a aussi, comme c'est marqué ici, de la brume de glace d'eau. Et donc sur cette planète, on a toujours plein d'activités. Je vous rappelle que la température, alors typiquement la journée va être de l'ordre à la surface de 20 degrés. Par contre, la nuit suivante, la température va descendre à moins 80. Et puis dans les régions polaires, comme on voit ici, là on est au printemps, toute une partie de la surface est recouverte de glace carbonique. La glace carbonique est toujours autour de moins 135 degrés. Alors, souvent on pose la question, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Tout le monde sait la réponse ici, mais on me pose la question. Et effectivement, il y a beaucoup d'eau sur Mars. Ne serait-ce que tout au nord, vous voyez ici cette grosse calotte qui fait à peu près 1000 km de diamètre, c'est la calotte polaire nord, qui chaque été est exposée au soleil. La vapeur d'eau se sublime et vous avez tout un cycle hydrologique avec transport de la vapeur d'eau. L'eau va se condenser pour former les nuages que vous voyez là. Et c'est ainsi que, autour par exemple des grands volcans comme Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, 28 000 mètres de haut par rapport à la base, eh bien, vous avez toujours une formation de nuages, en tout cas pendant une bonne partie de l'année, à la période la plus humide. Et puis, dans bien des endroits, ici c'est une image de la surface prise par la sonde Viking 2 en 48 degrés nord, dans les années 70. 48 degrés nord, c'est exactement la latitude du CNAM. Et vous avez là, chaque automne, hiver et printemps, du givre qui se forme. Ce n'est pas du givre carbonique. Le givre carbonique, la neige carbonique est plus au nord, mais c'est du givre de glace d'eau. Donc on a beaucoup d'eau, dans le sous-sol, j'en parle pas, dans l'atmosphère, sous forme de nuages, du givre dans toute une partie de l'année, sur toute une partie de la planète Mars. Compte, c'est de l'eau toujours sous forme solide ou sous forme gazeuse. On n'a pas d'eau liquide en surface. On comprend pourquoi. La pression est trop basse pour que de l'eau liquide puisse se stabiliser. On peut, en théorie, si on met un verre d'eau sur Mars au fond d'une plaine où la pression est assez haute, on pourrait avoir de l'eau liquide de manière temporaire, mais l'atmosphère est tellement sèche qu'elle va s'évaporer très vite et elle va surtout geler rapidement, bouillir si on est un peu haut. Bref, c'est très difficile parce que sur Mars, même dans les plaines où la pression est la plus élevée possible, le point d'ébullition va être autour de 2-3 degrés Celsius. Donc ça ne va pas être facile d'avoir de l'eau liquide. Bref, on n'a pas d'eau liquide. Alors il y a des spéculations. Tous les 6 mois, la NASA ou des collègues font une annonce en disant qu'ils ont trouvé des indices d'eau liquide avec du sel ou je ne sais quoi. En réalité, il n'y a vraiment pas d'eau liquide à la surface de Mars. Alors évidemment, c'est embêtant. Parce que sur Terre, la vie telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on la comprend, telle qu'on peut la détecter, eh bien la vie a besoin d'eau liquide. C'est même très simple sur Terre. Partout où il y a de l'eau liquide, il y a une vie active. Partout, même dans les nuages, des gouttelettes, même dans le sous-sol, partout. Quasiment pas d'exception. Et puis, par contre, dès qu'il n'y a pas d'eau liquide, la vie s'arrête complètement. Plus de reproduction, les bactéries ne vont plus manger, rien du tout. Donc c'est embêtant puisque ça veut dire qu'il n'y aurait pas de vie sur Mars. Et effectivement, tout indique qu'il n'y a pas du tout de vie à la surface de Mars actuellement. Mais ce qui rend Mars intéressant, vous le savez, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. En effet, si on prend une carte graphique de Mars, donc vous avez tous déjà vu ça, on a les hauts plateaux au sud, quand c'est rouge c'est les hauts plateaux, et les grandes plaines du nord, et les hauts plateaux sud, on voit, sont recouverts de cratères. Alors, vous savez sans doute pourquoi, on n'a pas du tout ces cratères-là sur Terre, quasiment pas, par contre ça ressemble plutôt à la Lune. La raison, c'est que toute cette partie sud date de plusieurs milliards d'années. Elle est bien plus ancienne que la plupart des surfaces sur Terre. Sur Terre, la tectonique des plaques, l'érosion fait que la surface est sans cesse renouvelée. Ce n'est pas le cas sur Mars, et sur la Lune non plus.
Résultat, vous avez plein de terrains qui remontent à 3,8-4 milliards d'années, c'est-à-dire dans la jeunesse du système solaire, la jeunesse de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on regarde dans ces terrains anciens, là où il y a beaucoup de cratères, eh bien, on voit des traces de lits de rivières, des traces de lacs. On peut presque démontrer que c'est quelque chose qui ressemblait beaucoup à la Terre, de l'eau liquide. Et on a eu vraiment, pendant probablement des millions d'années, voire peut-être des centaines de millions d'années, un cycle hydrologique qui ressemblait à la Terre, avec relativement aride, mais avec quand même probablement des précipitations. On voit aussi, quand on regarde la minéralogie, que des zones entières ont été altérées en présence d'eau liquide. On retrouve des argiles, par exemple, partout sur Terre, parce qu'il y a de l'eau liquide, mais c'est très rare ailleurs. Et donc, partout où on regarde, on voit que ces terrains anciens ont connu une époque différente. Mars devait être une planète vraiment très très différente, il y a 3,5-4 milliards d'années. Alors ça, c'est passionnant. On a envie d'abord de mener l'enquête au niveau géologique. On aurait envie d'envoyer des paléontologues qui pourraient chercher des fossiles. Alors, on ne s'attend pas à trouver des coquillages, mais peut-être des bactéries fossiles ou des indices. Vous savez, peut-être sur Terre, on trouve des indices parfois visibles, les stromatolites qui ont été laissés par des accumulations de bactéries, des choses comme ça. Et on rêve d'aller mener l'enquête là-dessus. Évidemment, c'est difficile. Il faudra envoyer, vous voyez là, on envoie un astronaute, il a un petit télescope dans la main. Si vous regardez bien dans sa visière, il découvre une petite bactérie fossile, alors il est content. On aimerait bien faire ça. J'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Donc en attendant, comme vous le savez, on envoie à la place des robots géologues pour mener l'enquête. On a d'abord envoyé à droite un petit précurseur, c'était le robot Sojourner, dans le cadre de la mission Pathfinder, qui a appris à la NASA à rouler, à se promener. Et puis on a envoyé cette double mission des Mars Exploration Rover, les MER dans notre jargon, donc Spirit et Opportunity, que vous voyez ici en développement au Jet Propulsion Laboratory, là dans la banlieue de Los Angeles, où on va tous souvent. Si vous voulez, c'est mieux comme ça. Et qui, une mission, alors que leur mission initiale était prévue pour 90 jours, ont pu explorer, parcourir des dizaines de kilomètres et explorer les terrains anciens de Mars. Et puis plus récemment, donc là c'est une photo qui était prise en juin 2011, pour un atterrissage qui était en août 2012, le rover Curiosity, un engin vraiment spectaculaire, il pèse presque une tonne, des roues impressionnantes, c'est vraiment un engin très impressionnant. Je peux le dire d'autant plus qu'actuellement à JPL, il y a son petit frère, Mars 2020, qui est en développement, et c'est vraiment impressionnant à voir en vrai. Donc on a envoyé ce robot géologue, vous avez tous déjà vu ces images, Curiosity qui explore le fond d'un cratère, le cratère Gale, qui contient plusieurs kilomètres de sédiments. Certains sédiments sont éoliens, mais une grande partie sont des sédiments lacustres qui ont été déposés en présence d'eau liquide. Au fond, rover Curiosity a pu cartographier cette zone, la Yellowknife Bay par exemple, qui a été démontrée comme étant les restes d'un ancien lac. Un petit peu plus loin, vous avez un torrent avec des galets. Il n'y a plus rien maintenant, mais c'était il y a quelques milliards d'années. Et puis, Curiosity remonte actuellement le centre du cratère, qui est donc cette accumulation de sédiments, le mont Sharp, et mène une enquête très intéressante sur tous ces sédiments, tout ce passé très ancien. Alors avant d'aller plus loin, j'aime bien raconter quand même que pour l'instant, je vous ai parlé de succès, toutes ces missions là que j'ai listées, c'est des réussites, mais il faut se souvenir que l'exploration de Mars, l'exploration spatiale en général, est une exploration assez difficile. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle en partant du début de ma carrière. Alors j'ai commencé moi comme ingénieur. Alors au début j'étais dans l'offshore, après j'ai travaillé au CNES, ingénieur au CNES. Le CNES m'a envoyé à la NASA. Et là j'étais dans une équipe qui avait l'essentiel de son activité, la préparation d'une énorme mission américaine qui s'appelait Mars Observer, qui a été lancée en 1992 et qui devait se mettre en orbite autour de Mars en août 1993. Donc vous la voyez ici au centre. Mission très impressionnante avec plein d'instruments qui devaient révolutionner notre connaissance. Quelques jours avant l'insertion en orbite, vous savez que quand on part de Mars, on met à peu près 6 mois, ou 8-9 mois dans le cas de Mars Observer, et puis il faut rallumer les moteurs pour pouvoir freiner et se mettre en orbite. Donc quelques jours avant, la NASA a commencé à préparer, le JPL a commencé à préparer l'allumage des moteurs, remis sous pression les réservoirs, et hop, disparition. La sonde a explosé. Il y a plusieurs scénarios pour expliquer ça. Bon, très bien. À ce moment-là, j'ai découvert que ingénieur, c'est bien, mais en fait, mon rêve, c'était d'être chercheur. Donc, je suis rentré en France, j'ai commencé une thèse. Et là, j'ai commencé à travailler sur un des instruments
de la sonde Mars 96, que vous voyez à droite. Une énorme mission, très ambitieuse, avec une très forte participation européenne et même française. Formidable, tout ça se déroule, arrive le mois de novembre 96, lancement de la sonde, sur une fusée Proton. Non, pas Proton d'ailleurs. Et donc, le lancement de la fusée, et comme vous le savez, il y a eu un problème dans le dernier étage de la sonde, elle a fini au fond de l'océan Pacifique. Bon. À ce moment-là, j'ai continué un peu ma carrière, j'ai pris du galon, et là, je suis devenu officiellement membre de l'équipe du Mars Climate Orbiter. Alors là, j'étais ce qu'on appelle co-investigateur, donc avec un soutien du CNES, et puis j'ai été pour la mise en orbite de ce satellite, le Mars Climate Orbiter, le 23 septembre 1999, donc on était tous au Jet Propulsion Laboratory, et comme vous le savez peut-être, ça n'a pas marché. La sonde, au lieu de passer à 40 km d'altitude, 250 km d'altitude juste au-dessus de la surface pour sa mise en orbite, est passée à 40 km d'altitude et elle a brûlé dans l'atmosphère. Vous vous souvenez sans doute, la raison de cet accident, c'est qu'il y a eu une confusion d'unités. Alors parfois les gens pensent que c'est une confusion entre les kilomètres et les miles, non, c'était quand même plus compliqué. C'était simplement que Lockheed Martin, qui avait fourni l'essentiel de la sonde, travaillait, comme la NASA le réclame, en unité système international, donc mètres, newton, Kelvin, tout ce que vous voulez, mais par erreur, les instructions sur les moteurs de correction de trajectoire étaient données en pounds, donc les vieilles unités impériales, et pas en newton. Mais la NASA travaille en newton, donc ils se sont trompés, ça a brûlé. Bon, alors juste après, là j'étais moins impliqué, mais arrive le Mars Polar Lander. On est quelques mois après, l'atterrissage était prévu pour donc, une sonde qui devait se poser au niveau du pôle sud de Mars, une autre mission de la NASA, en décembre 99. Moi, je suis passionné je m'intéresse beaucoup aux régions polaires, mais je n'étais pas officiellement impliqué, mais bon, j'avais quand même été sur place. La sonde est parfaitement rentrée dans l'atmosphère, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Elle a disparu. Bon. Très bien. Donc après, j'ai continué. Alors, je me suis très fortement impliqué dans la mission européenne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est renée des cendres de Mars 96, donc la mission Mars Express. Sur Mars Express, il y a des spectromètres français, une caméra allemande, un radar italien. Et puis les Anglais ont dit bah non, nous on va fournir un petit atterrisseur avec l'aide de l'Agence spatiale européenne qui s'appelait Beagle 2. Vous voyez ici au milieu. Un petit atterrisseur très ambitieux. Beagle 1, c'est le bateau sur lequel Darwin a fait ses aventures. Et Beagle 2, bah, c'était lui, il devait faire Darwin sur Mars, quoi. Donc l'atterrissage était prévu la nuit de Noël 2003. Et ça n'a pas fonctionné. On n'a jamais eu de nouvelles. Enfin si, plusieurs années plus tard, la caméra très haute résolution de Mars Reconnaissance Orbiter, le satellite, a trouvé Beagle 2 et on a vu qu'elle s'est bien posée, elle a ouvert la moitié de ses panneaux solaires et pas tout. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais la première commission d'enquête a conclu que c'était de ma faute. Je vous raconterai pendant les questions si vous voulez. Et puis bon, ça a continué. Bon, après, il y a eu cette grosse mission Phobos-Grunt en 2011, sur laquelle je n'étais pas beaucoup impliqué, mais qui elle aussi a raté l'allumage du quatrième étage plutôt, pour aller vers Mars, et elle a aussi fait. C'est que pendant ce temps-là, c'était vraiment l'objectif de la sonde, c'était de vérifier de nos technologies pour l'entrée du Saturn Landing. Le TRESGAS, toutes les informations technologiques et scientifiques, notamment l'expérience scientifique Amelia, pour mesurer des propriétés dont j'étais co-responsable, a pu récupérer pas mal d'informations. Par contre, les choses ont commencé à mal se passer à 11 000 mètres pendant l'ouverture du parachute. Comme prévu, le parachute a créé des énormes secousses. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, sur un engin comme ça, le contrôle latitude est mesuré par une centrale inertie et un gyroscope. Ça s'appelle Inertie IMU, donc Inertie Unit. Et le gyroscope a mesuré ce très très fort mouvement de rotation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a saturé. Donc au lieu de mesurer ce très fort mouvement en radians par seconde pendant quelques millisecondes, il a saturé et il a transmis un mouvement énorme en radians par seconde pendant presque une seconde. Et ça, ce n'était pas prévu, ce n'était pas documenté par le fournisseur du matériel. Je peux le dénoncer, c'était Honeywell. Je ne vais le dire normalement. Et donc, la sonde, l'ordinateur a mesuré que la sonde avait vraiment tourné sur elle-même. Pour être sincère, ce n'est pas de la faute d'Honeywell. Il aurait fallu qu'il y ait plus de moyens pour qu'on puisse vérifier, tester tout le matériel, y compris cette centrale à inertie. Donc ce qui s'est passé, c'est que, au lieu d'être en attitude réelle vers le bas,
l'ordinateur a conclu que, vu la vitesse de rotation qu'il y avait eu pendant une seconde, on était la tête en bas. Ça n'aurait pas été trop gênant, sauf que quand on estimait l'altitude avec le radar altimétrique, on mesurait la distance entre la sonde et la surface, corrigée, comme toute personne qui a fait un peu d'études, par le cosinus de l'angle d'inclinaison. Le problème, c'est que si vous faites le cosinus de l'angle d'inclinaison et vous pensez que vous êtes la tête en bas, ça vous donne une valeur d'altitude négative. Donc il y a eu à 4000 mètres l'estimation d'une altitude négative, panique pour un ordinateur, décision de larguer le parachute. Largage du parachute, on a allumé les rétrofusées quelques secondes, mais comme on était toujours sous la Terre, on a éteint les rétrofusées et on est tombé de 3700 mètres. Donc crash. Que conclure de ça? Non. Non, la conclusion, encore une fois, c'est que c'est difficile. Bon, en l'occurrence, je pourrais développer qu'il y a quand même eu une faillite. Ça aurait dû réussir, une faillite humaine dans certaines procédures qui, à mes yeux, n'est pas... je ne pense pas que la faute soit sur les ingénieurs de Thales Alenia, qui étaient très brillants, mais un système de review, pour ceux qui connaissent, qui n'était pas, je pense, assez élaboré. Alors, donc, on arrive maintenant en 2010, alors j'ai mis 2018, on a toutes ces missions qui nous ont appris énormément de choses sur Mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la suite des missions robotiques? Alors, toutes ces missions robotiques à venir sont motivées par la science. Donc, une bonne manière de présenter les missions à venir, c'est de faire un peu un point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et en fait, je peux simplement résumer tout ce qu'on ne sait pas par des grandes questions. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, évidemment. Je ne vais pas pouvoir détailler. Comment se forment les planètes telluriques comme Mars et la Terre? Est-ce que Mars s'est formé comme la Terre ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? On aimerait bien le savoir, il manque des informations. Que s'est-il passé sur Mars il y a 4 milliards d'années? Puisqu'il y avait de l'eau liquide, la vie est-elle apparue? Donc il t'a mené. Pourquoi Mars n'a pas connu le même destin que la Terre? Elle était propice à la vie, à l'eau liquide il y a 4 milliards d'années. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée comme ça? Comment fonctionne le système climatique martien aujourd'hui? La vie subsiste-t-elle dans le sous-sol martien? Voilà tout plein de questions sur lesquelles on aimerait enquêter. Alors, vous voyez que toutes ces questions ont plein de motivations. On essaie de comprendre nos origines, l'origine de la vie. On fait aussi de la planétologie comparée. Quand on essaie de comprendre comment la Terre et Mars ont démarré, comment fonctionne le système climatique martien, l'intérêt, c'est de comprendre comment fonctionnent les planètes telluriques. Bon, ça c'est pour faire genre. Bref, on apprend beaucoup sur nous. Alors, une première question, c'est comment se forme une planète tellurique comme Mars et la Terre? Et pour répondre à cette question, il faudrait connaître, si vous voulez, comment sont structurés l'intérieur des planètes. Alors, sur Terre, on le sait tous, on a tous vu ça dans les livres de sciences naturelles, eh bien, on connaît très bien la structure interne de la Terre. C'est même fascinant. Moi, je me souviens, quand on est au collège ou à l'école primaire, on se demande comment on a fait pour sonder l'intérieur de la Terre. Est-ce qu'on a fait des trous très profonds? Bien sûr que non. Comment on a fait pour savoir qu'il y avait une graine, un manteau, avec une structure? On connaît maintenant la structure de manière très détaillée, et ça c'est un schéma simplifié niveau CM2, mais on connaît mieux. Alors comment on a appris ça? On a appris ça en faisant de la sismologie. Tout simplement, depuis toutes ces années, depuis plus de 100 ans, on a un réseau de sismographes à la surface de la Terre, puis dès qu'il y a un tremblement de terre, excusez-moi, eh bien, le tremblement de terre lui-même est intéressant, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il c'est une source d'ondes qui vont éclairer l'intérieur de la Terre comme en échographie, et le réseau de sismographes va absolument sonder l'intérieur, la structure interne de la Terre en détail. Et évidemment, on aimerait faire ça sur toutes les autres planètes pour pouvoir comprendre comment ils sont structurés, et en fait la structure nous informe en détail sur les origines, comment se forme une planète tellurique. Il y a plein de questions qui se posent, je n'ai pas le temps de détailler, plein de questions qui se posent. Alors on a bien fait de la sismologie sur la Terre, sur la Lune. Oups. Et puis on aimerait bien faire la même chose sur Mars. Alors, comme vous le savez, on a enfin démarré cette enquête-là grâce à une mission, la mission InSight, qui a posé, il y a quelques mois, un sismomètre à la surface de Mars. Alors, voilà un time-lapse qui illustre le montage de cet atterrisseur, qui s'est posé donc, il y a quelques mois. Ce qui est bien, c'est qu'à bord, vous avez un instrument, un sismomètre, et ce sismomètre a été vraiment complètement fabriqué en France, sous la direction de l'Institut physique du globe, là, qui est à côté de Jussieu,
de l'autre côté de la Seine, par rapport à ici, mais tout près. Et on a pu développer un instrument que personne ne savait faire, y compris les Américains, donc ce sismomètre qui s'appelle SAIS, sous la direction de mon collègue Philippe Lognonnet. Alors donc moi j'ai la chance de participer beaucoup à cette mission, et donc tout commence le 5 mai 2018 avec le lancement de InSight. Alors voilà une photo, c'est vraiment une photo. Bon en fait, InSight n'est pas lancé depuis la Floride comme d'habitude, mais depuis une base en Californie qui s'appelle Vandenberg, pour aller vers Mars, c'était bien. Sauf que c'est une zone très connue pour ses brumes, et on n'a rien vu du tout. On a entendu quelque chose, mais on n'a rien vu du tout. Il y a un pilote d'avion de touristes un peu astucieux qui s'est mis à la limite de la zone d'exclusion et qui a pu prendre la photo de la sonde qui décolle, mais nous, on n'a rien vu du tout. Donc, InSight est donc arrivé sur Mars le 26 novembre dernier, et à nouveau, je vous montre des images de synthèse, à nouveau pour vous montrer toutes ces 6 minutes de terreur, on appelle ça, de la sonde InSight qui est à nouveau entrée à 21 000 km/h, comme le film que je vous ai montré précédemment, mais qui cette fois a pu se poser. Alors le système est un peu différent, c'est le système américain qui était quand même bien au point, puisque c'était la même technologie exactement que la sonde Phoenix en 2008, mais malgré tout, je vous assure que c'est un stress incroyable de vivre ces 6 minutes de terreur, surtout quand on est spécialisé dans les échecs. Alors j'avais pas mal travaillé sur l'environnement d'InSight, on avait un contrat avec le CNES et le JPL, mais moins que les fois d'avant. Et donc la sonde arrive sur trois pieds, c'est plusieurs modèles lunaires sur la Lune, des rétrofusées, quelque chose de très commandé, et puis voilà, la sonde devait se poser. Alors je vais poursuivre le film pour raconter ce qui s'est passé après. Donc très rapidement, là dans les heures qui ont suivi, même les minutes, InSight a déployé ces panneaux solaires qui sont en forme d'accordéon, qui font quand même plus de 2 mètres de diamètre, c'est assez gros quand même. Et puis, dans les mois qui ont suivi, pas du tout les minutes ou les secondes comme sur ce film, un bras automatique a pris, ce que vous voyez là, c'est le sismomètre français, SAIS, et l'a posé à un endroit qu'on a choisi soigneusement pour donc mesurer les tremblements de Mars. Alors, si on le posait juste comme ça, il y a quand même du vent sur Mars. Il y a aussi des grands cycles, comme je l'ai dit, le cycle de température est extrêmement marqué, entre plus 20 et moins 80 entre la nuit et le jour. Même à cet endroit-là, on a vu que la température descendait à moins 95. Et donc, pour le protéger du vent et des grandes variations thermiques, on avait prévu de mettre un bouclier assez lourd, entouré de cottes de mailles. On a prévu, ça s'est fait, ça a été fait. Et on a pu comme ça protéger le sismomètre qui fonctionne maintenant à merveille à présent. Alors, l'atterrissage a réussi, joie énorme, vraiment très émouvant, je voulais juste vous montrer. Ça, c'est la salle des opérations, j'y étais pas. Moi, j'étais dans une salle à côté avec les scientifiques. Ça, c'est quelques minutes après l'atterrissage. Et ce qui était bien, c'est que quelques minutes après l'atterrissage, on a immédiatement reçu des photographies de la surface. Alors, la photo est très mauvaise parce que l'objectif de la caméra a été complètement... couvert par des particules qui ont été soulevées par les rétrofusées, mais on a pu enlever la cellule et on a pu voir les choses. Alors la raison pour laquelle on a pu avoir des images aussi rapidement, je vous ai dit que c'est pas toujours facile, puisque les satellites de transmission ne peuvent pas généralement retransmettre vers la Terre en temps réel, ils doivent se tourner vers la Terre, c'est que, accompagné InSight, 2 petits CubeSat, des microsatellites, qui l'ont suivi. Et au moment où la sonde s'est posée, ils ont retransmis en temps réel les images de la surface. Alors je vous le mentionne parce que je pense que c'est l'avenir aussi de l'exploration des planètes et de Mars. On aura de plus en plus de microsatellites. Alors c'est vraiment pas un gros truc, 13 kilos, il y en avait 2 comme ça, très très simples. Ils n'ont pas coûté trop cher, mais je dois dire que les ingénieurs qui étaient en charge de ça, c'était des super pointures du JPL, donc c'était pas un projet d'étudiant. Donc 6 U pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire ça doit faire 10 par 20 par 30 cm. Donc un petit engin, et puis qui capturait l'UHF et relayait la bande X donc vers la Terre, c'est-à-dire le signal classique qui est récupéré par radiotélescope. Il y avait même une petite caméra à bord, là c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone portable, quelques minutes après l'atterrissage, c'était la conférence de presse avec, vous voyez, le responsable de la mission Bruce Bannert, et en temps réel, ils nous ont montré une photo qu'avait réussi à prendre ce CubeSat, qui non seulement avait un relais antenne, mais pouvait prendre des photos. Alors c'est une caméra de pas très bonne qualité, avec
un petit panneau solaire, l'antenne, je veux dire, au premier plan. Donc InSight est un grand succès. Vous avez ici la photo. On a pu, donc je vous ai montré tout à l'heure les images de synthèse. Voici le sismomètre au premier plan, le couvercle, ça c'est au début de la mission, et puis on a pu poser le sismomètre par terre, comme vous voyez là, et puis donc doucement mais sûrement le recouvrir du bouclier qu'on appelle WTS, des acronymes partout à la NASA. Ça doit dire Wind and Thermal Shield sur le sismomètre français. Alors, accompagnant le sismomètre, il y avait des mesures météo dont je m'occupe, et puis surtout un autre instrument, non pas américain mais allemand, destiné à mesurer la structure interne de la température interne, le flux géothermique, on appelle ça, de Mars. Donc l'objectif, je vais passer là, c'est vous avez un petit piquet, une taupe on appelle ça, mole, et puis il se auto-frappe sur la tête, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur un mécanisme qui, un peu comme quand vous plantez un piquet de tente, va inlassablement taper à l'intérieur pour que la sonde descende à l'intérieur de la surface. L'objectif, c'était que cette sonde descende à 5 mètres de profondeur. Tout le long du câble qui le relie au reste de la mission, vous avez des capteurs thermiques, et ainsi on aura pu mesurer le profil de température, et on a pu estimer que si la sonde est à plus de 2, 3, 4, idéalement 5 mètres de profondeur, on peut calculer, après un traitement assez important des données, le flux géothermique, c'est-à-dire en d'autres termes, mesurer l'intérieur de la température interne de Mars. Chose qu'on ne connaît pas du tout et qui est très importante pour notre compréhension du fonctionnement de Mars. Alors ça, c'est ce qui était prévu. Pour le coup, là, ça n'a pas marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voilà, vous voyez une photo de l'instrument, vous avez à l'intérieur, en haut à droite, le môle prêt à descendre, il s'est auto-frappé sur la tête, et puis arrivé à quelques centimètres de profondeur, il s'est arrêté. Tu vas le voir à l'instant. L'engin est assez long, hein. Le môle il fait plus de 35 cm je crois, et il a dû pénétrer de 10-20 cm. Donc pendant des jours et des jours, on a martelé avec l'espoir de casser l'éventuel caillou qui bloquait la descente, et puis ça ne marchait pas. En désespoir de cause, on s'est dit, on va soulever la structure qui est là, et on va regarder ce qui arrive au môle. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas enlever le môle et le mettre à côté. Quand on soulève, le câble se déroule, et on ne peut pas faire grand-chose. Alors ça a été fait, et vous voyez ici la photo une fois qu'on a retiré la structure attenante. Vous voyez le môle qui est là sur le côté, et ce que l'on voit, c'est qu'il est non pas bloqué par un caillou, c'est simplement qu'en tapant, il a fait le vide autour de lui. Le sable s'est écrasé, c'est visiblement un sable qui est extrêmement poreux, et vous voyez, si on appuie dessus, avec le poing, on enlève la main, et il va rester l'empreinte du poing, un peu comme dans de la neige. Et ça, ce n'était pas prévu comme ça, à ce point-là. Résultat, quand il a commencé à rentrer, il a écarté le sable autour de lui, et il n'y a plus eu de friction du tout. Ce qui fait qu'au lieu de s'enfoncer quand on tapait dessus, et puis rester bloqué par la friction lorsque la masse flotte remontait, il s'est mis à sauter sur place, sans aucune friction sur les côtés. Donc ça, on en était là juste avant ce qu'on appelle la conjonction. Jusqu'à il y a quelques jours, Mars était de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Et donc on va reprendre les opérations pour soulever ça. L'idée, c'est, vous avez vu qu'il y a un bras automatique, on va essayer de l'enterrer un peu pour renforcer la friction et pour qu'il commence à descendre. Et une fois qu'il sera descendu à quelques dizaines de centimètres, je pense qu'il pourra descendre jusqu'au bout. Ce n'est pas un caillou qui le bloque, a priori, c'est le manque de friction. À suivre donc. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux. Pendant ce temps-là, je voulais juste mentionner que le sismomètre marche très bien. On a eu un premier tremblement de Mars le 7 avril, un plus gros en mai, et puis on attend maintenant le big one, comme ils disent dans l'équipe, qui pourra éclairer l'intérieur de Mars. Pour l'instant, on éclaire la croûte, on apprend des choses sur la zone, le haut du manteau, mais pas encore l'intérieur. On en a plusieurs de taille moyenne, il nous faut un gros, et les gros, il y en a probablement un par an, quelque chose comme ça. Alors, je vais accélérer, quelle heure est-il ? Il est déjà très tard. Je voulais vous mentionner, toujours dans le cadre de ces questions, d'autres missions spatiales. Alors,
à la question comment fonctionne le système climatique martien et la vie subsiste-t-elle dans le sous-sol martien, je voulais juste évoquer la mission du Trace Gas Orbiter, vous savez, celle qui transportait sur sa tête, vous voyez là-haut, Schiaparelli. Elle est arrivée, elle s'est mise en orbite autour de Mars en novembre 2016, mais elle a commencé sa mission qu'il y a un peu plus d'un an, parce qu'il y a eu une longue séquence qu'on appelle d'aérofreinage pour arriver sur l'orbite scientifique, donc pour séculariser l'orbite. Et puis on a maintenant des résultats très intéressants. Et cette sonde fait exactement ce que j'ai mentionné. À la fois, elle enquête sur l'atmosphère, d'où son nom Trace Gas Orbiter, mais surtout, elle est équipée pour détecter la présence de gaz traces très rares. En utilisant l'éclairage du soleil, on observe le soleil lorsqu'il se couche ou lorsqu'il se lève. Ça fait une source de lumière très puissante et grâce à des spectromètres très précis, on peut détecter s'il y a des gaz qu'on ne connaît pas pour l'instant, par exemple le méthane. L'idée, c'est qu'en essayant de mesurer des gaz traces comme le méthane, comme HCN, peut-être le soufre, le SO2, je veux dire, on pourrait peut-être caractériser une activité volcanique uniquement en reniflant, si vous voulez, ce qui sort du sous-sol, voire même biologique, ce qui était quelque chose qui a été spéculé pour le méthane. L'idée étant la suivante, c'est que peut-être dans des aquifères profondes, là où la température est bien plus élevée qu'en surface, la glace fond, vous avez donc de l'eau liquide et peut-être des bactéries actives comme on a sur Terre en profondeur. Peut-être que ces bactéries, comme sur Terre, sont source de méthane. Bon, je dois dire que pour l'instant, on n'a rien vu du tout, même beaucoup moins que ce que voit Curiosity, donc il y a un mystère scientifique que je ne vais pas avoir le temps de développer. Autre mission dédiée à l'exploration du système climatique martien, une mission étonnante qui a été initiée par les Émirats arabes unis, sur lequel je travaille un peu, qui s'appelle Hope Amal en arabe, Al-Amal, espoir. Et cette mission est entièrement dédiée à faire de la météorologie. Alors c'est une mission qui est ambitieuse pour les Émirats arabes unis, ils sont quand même alliés à différentes universités à travers le monde, notamment aux États-Unis. Mais elle reste très simple par rapport à ce que pourrait faire l'Europe ou les États-Unis. Mais elle est astucieuse parce qu'elle a choisi une orbite particulière pour faire une science nouvelle. Avant d'aller plus loin dans le détail, je voudrais dire une chose qui est étonnante sur cette mission, c'est qu'aux Émirats arabes unis, il y a un biais culturel qui est absolument l'inverse en Europe et en France, c'est que les études scientifiques sont absolument le choix des femmes. Depuis la création des Émirats, aux Émirats unis, on a promu l'éducation des femmes et l'histoire fait que les hommes vont plutôt faire du business et à 90%, les ingénieurs et les scientifiques sont des femmes. D'ailleurs, la chef de mission est une très charismatique femme qui s'appelle Sarah Amiri, qui est très impressionnante, et toute l'équipe est constituée de femmes. Donc c'est assez étonnant quand on va travailler sur une mission d'un pays comme cela, on ne s'attendrait pas à ça, et c'est exactement l'inverse. Tout est très féminin, et eux-mêmes sont un peu choqués de voir qu'il n'y a que des hommes dans les ingénieurs européens et américains. Bon, je ne vais pas vous détailler, c'est une mission assez classique, qui a une certaine ambition parce qu'elle est faite non pas par un industriel de renommée, etc., c'est fait plutôt avec des universités. Des instruments très classiques, je ne vais pas détailler, une caméra thermique, une caméra normale, un spectromètre ultraviolet. Mais ce qui est original, c'est que pour faire une nouvelle science, pour répondre à aux questions qui restent dans notre science du climat, eh bien, ils ont choisi de faire une orbite particulière. Au lieu de se mettre en orbite basse, de regarder toujours la même heure locale, ce que font la plupart des missions. Quand on prend une orbite polaire, on a tendance à regarder toujours la même heure locale, l'après-midi, etc. Ils ont pris une orbite un tout petit peu inclinée, presque équatoriale, très loin de Mars, de manière à ce que, eh bien, on soit, quand on est en bas vous voyez, c'est une orbite légèrement circulaire, je veux dire, légèrement elliptique. Quand la sonde est en bas ici, eh bien, on est quasiment en rotation synchrone avec la surface, en orbite marso-stationnaire, on dit aérostationnaire. Donc on va survoler le même point pendant 8 heures. Ensuite, on va remonter un peu. Mars va tourner sous le satellite. Et puis on va redescendre et regarder un autre endroit. Avec ce concept d'orbite, on arrive à observer, à cartographier entièrement l'atmosphère de Mars à toutes les latitudes, toutes les longitudes, toutes les heures locales, matin, après-midi, en une semaine. Et ça, c'est bien parce que ça répond à une grande question qui reste en suspens dans la climatologie martienne, c'est qu'on ne comprend pas très bien le cycle diurne sur Mars. Et ça bloque notre compréhension de certains phénomènes météorologiques. Et donc, grâce à cette orbite astucieuse, on va répondre à plein de questions. Alors, il reste ensuite
l'énorme question sur Mars. Que s'est-il passé sur Mars il y a 4 milliards d'années? On a bien sûr commencé à enquêter là-dessus avec Curiosity, les robots, les satellites en orbite. Mais 2 missions en 2020, donc en plus de la mission des Émirats Arabes Unis, vont enquêter là-dessus. Vous avez un rover européen qui s'appelle ExoMars et puis le très ambitieux rover américain qui s'appelle Mars 2020. Alors quelques mots là-dessus, vous connaissez peut-être déjà tous. Donc le rover européen ExoMars, un rover assez ambitieux, presque 300 kg, qui va être déposé, c'est quelque chose qui est fait en partenariat avec les Russes, déposé par un atterrisseur russe. Et puis ce rover, là c'est vraiment tout accéléré, a pour caractéristique d'être conçu pour non pas seulement enquêter sur les minéraux à la surface, mais faire un forage, donc un vrai forage avec une perceuse, dans le but d'aller prélever des échantillons à quelques mètres de profondeur. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt c'est qu'on pense à quelques mètres de profondeur pouvoir accéder à des molécules fossiles, des molécules par exemple organiques, voire biochimiques, qui auraient pu être déposées là il y a 3 milliards d'années, lorsque Mars était couverte d'eau, et qui auraient été préservées par rapport à la surface. En surface, on reçoit du rayonnement, la chimie de l'atmosphère est très agressive. On pense qu'à 2 mètres de profondeur, on va pouvoir récupérer des échantillons encore riches peut-être en molécules fossiles et enquêter sur ce qui s'est passé il y a 2 milliards d'années. Alors bien sûr, on a choisi un site d'atterrissage très ancien, dans lequel vous avez, ce sont des grandes plaines d'argile, formées il y a presque 4 milliards d'années, et on va aller forer là-dedans pour essayer de retrouver des traces fossiles. Donc ça, c'est un lancement en juillet prochain, dans quelques mois. Peut-être. On en reparlera si tu veux. Ce sera embêtant si on ne lance pas en juillet prochain. Mais effectivement, on a des problèmes de parachute. Voilà pourquoi Jean-Pierre interrompt un propos. Alors, parallèlement, la NASA développe un nouveau type de rover de genre Curiosity, mais quand même un petit peu différent. Donc là, je vous montre une chose, et en particulier, ce petit film-là vous montre le rover, et aussi quelque chose qui va accompagner ce rover, un système de technologique de démonstration. Ça va être un petit hélicoptère qui va être utile un petit peu pour cartographier localement et montrer un peu le chemin au rover, mais c'est avant tout pour démontrer si on est capable de le faire. Alors voilà, c'est des images de synthèse. Comment on va faire un hélicoptère sur Mars? Donc on utilise la technologie des drones sur Terre, sauf que quand même il y a un challenge, c'est que l'atmosphère est peut-être 100 fois à 80 fois moins dense. Donc comment on s'en sort? Alors l'astuce, donc vous voyez, c'est un petit hélicoptère qui va être capable de vivre en autonomie, il y a des petits panneaux solaires, et il va faire des vols de 90 secondes avec une caméra et comme cartographié. Donc là, ce sont des tests qui sont faits au GPL. Alors l'astuce pour pouvoir s'en sortir, d'abord on profite du fait que la gravité est à peu près 3 fois plus faible que sur Terre. Et puis surtout, même, d'accord, l'atmosphère est beaucoup plus fine, donc il faut des plus grosses hélices, mais par contre on peut faire tourner les hélices beaucoup plus vite. Et ça compense le fait que la densité est moindre. Donc là, vous avez une hélice qui fait 1,1 mètre de diamètre et elle tourne à 3000 tours minute. Donc c'est vraiment très rapide. Sur Terre, des pales de cette taille-là tourneraient peut-être 100 fois moins vite. Donc ça, c'est confirmé. Si vous vous intéressez au sujet, si vous pouvez regarder la caméra qui est en permanence de JPL dans la baie de montage de Mars 2020, l'hélicoptère vient juste d'être monté sous le rover, qui sera déposé et ensuite il ira s'envoler. Normalement, il est censé fonctionner 30 jours. Donc ça ne va pas être toute la mission avec. Bon, je ne vais pas détailler ça. Il y a une nouvelle charge utile, c'est-à-dire des instruments pour mener l'enquête sur ce passé de la planète Mars. On va atterrir dans un terrain très ancien, dans un ancien delta qui s'appelle Jezero Crater. Très très intéressant. Il y a toute une sorte d'instrument. Je mentionnerai quand même l'instrument SuperCam, qui est essentiellement développé en France, en collaboration avec des collègues américains, et qui va mener l'enquête sur toute la minéralogie sur place. En fait, ce qui est surtout très important sur ce Mars 2020, c'est que ce n'est pas un nouveau Curiosity simplement. Il a cette fois l'ambition d'aller ramasser des échantillons, de les mettre dans des petits tubes scellés et de les déposer à la surface en tas pour qu'on puisse aller les chercher plus tard. L'idée, c'est de préparer la mission de retour d'échantillons Mars Sample Return, qui a priori est prévue pour 2026. Donc, une fois que le rover Mars 2020 aura prélevé ces roches, les a scellés dans des petits tubes, déposés en tas dans certains endroits, eh bien, voilà qui est fait. En 2026, peut-être 2028, une nouvelle mission va se poser à la surface. Il y aura dessus ce qu'on appelle un fetch rover, un petit rover de ramassage, qui pour l'instant est prévu pour être fourni par l'Agence spatiale européenne. Et puis ensuite, on met tout ça dans une fusée, le Mars Ascent Vehicle. On envoie tout ça en orbite. Alors, c'est pas facile. Et une fois que c'est en orbite, on largue
le récipient, c'est une boule en fait, une sphère qui contient les échantillons, et puis un orbiteur de récupération va aller le capturer, rallumer les moteurs et retourner sur Terre. Pour l'instant, aussi cet orbiteur est prévu pour être fourni par l'Agence spatiale européenne. Alors ce n'est pas fait du tout, le CNES, nous les Français, on soutient ça avec vigueur, mais d'autres pays ne sont pas d'accord. On aura le fin mot de ce projet. Est-ce qu'il va être financé en Europe, en tout cas, à la prochaine réunion des ministres qui s'occupent de ça en novembre prochain. Alors l'intérêt de cette mission, c'est qu'on va récupérer des échantillons soigneusement choisis au fond d'un ancien lac, d'un delta, donc peut-être propice, on va voir ce qui s'est passé, les ramener, et là on va pouvoir les étudier avec les moyens qu'il y a sur Terre, qui sont littéralement 1 million de fois plus précis et sensibles que ce qu'on peut faire sur place, même si on arrive à faire des belles choses sur place. Et là, on va pouvoir vraiment explorer, comprendre la minéralogie, comprendre éventuellement s'il y a une chimie prébiotique, voire une chimie biologique. Ça va être une mission très importante. C'est le Graal de l'exploration de Mars depuis de nombreuses années. Bon voilà, je vais continuer à faire le panorama très vite. En 2020 aussi est prévue une mission chinoise, qui est à la fois très ambitieuse et très classique. Voilà les images qui ont été diffusées un peu plus maintenant, mais sur le web il y a quelques mois. Donc une mission ambitieuse parce que vous allez avoir un satellite en orbite, un atterrisseur. J'étais encore une fois, c'est un peu ma spécialité, impliqué dans le calcul pour l'entrée. J'ai eu un contrat avec les Chinois qui ont envoyé des ingénieurs quelques semaines dans notre laboratoire. Ils ont confiance, ils ne sont pas au courant des problèmes précédents. Et donc tout se passe bien, l'atterrisseur va atterrir. Et puis, il y aura au-dessus un petit rover qui va aller se promener. Tout ça est très similaire, pour ceux qui connaissent, à ce qui a été fait sur la Lune. La mission Chang'e 4, je ne sais pas comment on dit en chinois, qui a atterri de l'autre côté sur la face cachée de la Lune en janvier 2019, et auparavant, celle qui avait atterri côté visible, où on voit la Terre, en 2013, qui avait un peu moins bien fonctionné. Mais donc, c'était Mars, et puis on suivra ça avec intérêt. Je pense que Jean-Pierre, vous avez une conférence sur ce sujet-là dans quelques semaines, je crois. Je suis sûr qu'on parlera non seulement de la Lune, mais un petit peu de Mars. Derrière, ce n'est pas fini. Donc non seulement vous avez Mars Sample Return, mais vous avez l'Inde qui a des projets assez ambitieux. Alors jusqu'il y a peu, c'était leur prochain projet. Et puis depuis, ils ont décidé de renvoyer une mission vers Vénus d'abord, mais officiellement, vous avez une mission indienne. Ce sera la deuxième. Il y a déjà une première, vous avez vu en 2011 ici, Mangalyaan, et vous aurez Mangalyaan 2 qui doit arriver dans les années 2024, normalement. Vous avez aussi, non pas pour explorer Mars seulement, mais le Phobos, une mission, cette fois-ci, qui est vraiment confirmée, avec une date assez précise. Le Mars Moon Exploration, alors je ne sais pas le dire en japonais, c'est une mission japonaise avec une bonne participation française qui devrait être lancée en 2024. Donc là, je vous montre quelques images de cette mission qui a pour but vraiment de se poser sur Phobos, de faire plein de mesures. Mais évidemment, en étant juste à côté de Mars, il y aura un peu de science martienne. On va observer Mars, notamment avec l'instrument Macroméga qui est développé à Orsay, qui sera à bord de cette mission. Donc voilà, vous avez une vision là assez complète de tout ce qui est prévu jusque quasiment 2030. Il y aura peut-être, il y a des projets de mission qui sont encore en gestation, mais qui seront lancés par. On n'a pas beaucoup le temps de préparer ça. Peut-être quelques satellites légers, notamment aux États-Unis. On essaye de faire quelque chose avant 2030, mais voilà pour ce qu'il en est pour les missions robotiques non habitées. Et puis bien sûr, la question se pose. Jean-Pierre m'a spécialement demandé, alors maintenant j'étais un peu long, de parler quand même des missions humaines. C'est une bonne question. L'homme sur Mars, quand est-ce qu'on ira sur Mars ? C'est une bonne question parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va y aller dans 20 ans. Donc ça peut durer longtemps, comme ça. Et c'est vrai que ça fait 50 ans, 40 ans, qu'au niveau d'exploration humaine spatiale, il ne se passe pas grand-chose. Là, je vous ai mis tous les véhicules d'accès à l'espace et qui permettent de rentrer sur Terre aussi, depuis de tout temps. Et vous voyez que ça fait 40 ans qu'on est en gros avec le Soyouz, il y a des trucs avant. La navette spatiale depuis presque 40 ans. Il y a eu quand même le Shenzhou, des taïkonautes chinois. Et puis tout ça, on va en orbite basse, à 400 km, juste à côté. Il y a la Station spatiale internationale. Mais on est d'accord, tout le monde ici, on s'est complètement habitué à ce qu'il ne se passe plus rien d'autre. Alors les choses vont changer. Les choses vont changer puisque l'arrêt de la navette spatiale
l'arrêt promis, l'arrêt du développement de la Station spatiale internationale ont dégagé des fonds aux États-Unis, ce qui a permis d'abord de remplacer les navettes spatiales. Donc ça, il va y avoir donc 2 véhicules qui vont rentrer en activité. En théorie, c'était cette année, mais à mon avis, ce sera en 2020, qui sont fournis par SpaceX, le Crew Dragon, et puis par Boeing, le Starliner, le CST-100, qui devrait normalement lancer des humains. Donc ça va être un choc pour nous. On va avoir des astronautes avec des nouveaux scaphandres, être lancés sur des fusées nouvelles, avec des nouveaux équipements, etc. Et puis juste derrière, plus intéressant encore pour notre histoire, le développement d'une capsule d'un type nouveau, Orion, dans le cadre du projet maintenant qu'on appelle Artemis, qui a pour objectif non plus d'aller simplement jusqu'en orbite basse, mais au-delà. Donc tout ça a été lancé il y a de nombreuses années, c'était le programme Castellation. Ensuite, à l'époque d'Obama, il a été décidé de mettre le focus sur un retour vers Mars, mais sans mettre aucun moyen, donc de toute façon ça n'a pas fait grand-chose. Et puis maintenant, où est-ce que va ce projet Orion ? Ce sera probablement vers la Lune. Alors, allié à Orion, je vous ai mis quelques images d'une capsule Orion qui a été développée, qui a été testée en 2014, elle a été lancée sur une grosse fusée, elle est retournée sur Terre, ça marche pas mal. Maintenant, il faut terminer son adaptation pour les humains. Et puis, associé à cette capsule Orion, vous avez une nouvelle Saturn V, une nouvelle fusée géante qui s'appelle le Space Launch System, qui, je dois dire, prend 3 mois de retard tous les ans, mais peu à peu, ça converge, vous voyez. Et donc, qui devrait être prête, je pense, en 2021-22. Jean-Pierre fait la moue. Non, ils mettent des moyens supplémentaires, là. Et donc, dans le but d'avoir un nouveau système, une vraie capsule genre Apollo, une vraie fusée genre SLS, et puis pouvoir aller ailleurs, donc d'abord vers la Lune. Donc le premier objectif, qui est affiché, qui est financé en grande partie, avec des contrats qui commencent à être passés, c'est de développer une cible pour ces missions, cette mission Orion. Ce sera une première mini-station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune. Avant on l'appelait le Deep Space Gateway, le Lunar Orbital Platform Gateway, maintenant on appelle Lunar Gateway ou Gateway. Donc je crois que ça va finir par Gateway ce truc-là. Donc le NASA Gateway, enfin NASA avec une forte participation internationale. J'ai oublié de mentionner, donc vous voyez ici cette petite station avec une capsule Orion qui arrive. La partie arrière avec les panneaux solaires, pour l'instant, pour toutes les prochaines missions, est développée en Europe, notamment en France. Donc c'est le module de service de la capsule Orion avec une forte participation européenne, dans le même genre de partenariat que ce qu'on a sur la Station spatiale internationale. À peu près les mêmes partenaires, les Russes, les Japonais, les Européens. Enfin, tout ça n'est pas financé, mais en partie quand même. Et puis donc l'idée, c'est d'avoir une mini-station spatiale qui sera en orbite assez excentrique autour de la Lune pour apprendre à vivre loin de la Terre. Et je ne vais pas vous détailler ça. Donc on imagine pouvoir avoir jusqu'à 4 personnels à bord, 4 astronautes. Dans la capsule Orion, il y a à peu près 4 places quand elle va loin. Elle peut aussi amener des astronautes, c'est jusqu'à 7 astronautes à la Station spatiale internationale. Et puis donc, voilà ce qui est financé, ce qui est vraiment dans les cartons, ce sur quoi travaille la NASA. Et puis on avait en tête qu'une fois qu'on serait bien installé en orbite autour de la Lune, on pourrait redescendre à la surface avec comme objectif, un objectif auquel personne ne croyait à la NASA, d'avoir un astronaute qui irait sur la Lune à nouveau à la surface en 2028. C'était le projet, jusqu'à ce qu'il y ait un événement, quand on est intéressé au fonctionnement de la NASA et du Congrès et de la Maison-Blanche, un peu hallucinant. En mars 2019, autour de ce qu'on appelle le Space Council aux États-Unis, le vice-président américain Mike Pence a annoncé que par tous les moyens, désormais, il fallait que la NASA envoie une astronaute sur la Lune en 2024. Et là, tous mes collègues ont fait « Oh, what ?» C'est impossible. Bref, mais il insiste très fort, et c'est devenu maintenant, officiellement, le projet de la NASA, de mettre un astronaute dès 2024. Donc à peine le gateway sera prêt, il faudra aussi qu'il y ait un atterrisseur qui soit prêt. Vous voyez, c'est quand même ambitieux de faire ça. Et puis une astronaute, à votre avis c'est une femme ça, qui ira se promener, donc un retour extrêmement accéléré. Au niveau technique, personne n'y croit, mais la motivation est forte. C'était tellement improvisé que ce n'était pas prévu dans le budget de cette année. Alors la NASA a rallongé, ils ont rajouté 1,2 milliard. Ce n'est pas du tout suffisant. Donc on verra tout de suite si, par exemple, la Maison-Blanche, excusez-moi,
puis le Congrès a confirmé. Si on rajoute 5 milliards l'année prochaine, alors oui, peut-être que ce sera faisable, sachant que le budget de la NASA total, c'est 20 milliards à peu près, grosso modo, par an. Alors parallèlement, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le fait que SpaceX, dans son coin, sans pour l'instant un vrai financement, développe aussi une fusée gigantesque, qu'on a appelée longtemps le BFR, officiellement pour Big Falcon Rocket, officieusement le Big Fucking Rocket. Et maintenant, le nom a changé. C'est devenu, avec la partie Super Heavy en dessous, et au-dessus le Starship. Donc c'est ce projet gigantesque qui est vraiment en développement, qui est vraiment en test, un truc qui fait 9 mètres de diamètre. Si tout Internet ne parle que de ça, vous pouvez regarder, il y a des forums entiers, des gens que... Personne ne s'intéresse au Space Launch System à droite. Saturn V quand même cette année, c'était l'année, mais tout le monde parle de ça. Alors c'est pas financé vraiment, mais SpaceX va à un moment donné dire à la NASA, moi j'ai développé ça, vous me donnez tant, je vous fais une fusée énorme qui sera plus performante, ou presque aussi performante que le Space Launch System, en termes de masse qu'on peut mettre en orbite basse, sauf que là vous avez un espace énorme pour les astronautes, et puis ce que souhaite faire SpaceX, pour compenser le fait que finalement on ne peut mettre que 100 tonnes en orbite basse, finalement un peu moins presque que le Space Launch System, c'est de pouvoir remettre du carburant, le refueling, une fois en orbite pour aller vers Mars, vers la Lune, où vous voulez. Donc c'est un projet vraiment très très populaire dans la communauté des space fans, des fans de l'espace. Et puis d'autant plus que plus ça va, plus c'est joli, parce qu'au début ça devait être en carbone et maintenant c'est en acier. Donc les images sont absolument éblouissantes. C'est une énorme fusée, tout en acier, qui doit être lancée. Il faudra quand même un financement à un moment donné. Je vois mal SpaceX pouvoir développer ça tout seul jusqu'au bout. On verra. Bon, pour l'instant, je vous ai parlé que de la Lune. Alors, qu'en est-il des hommes sur Mars? Allez, quelques minutes encore. Ouais, je vais aller très vite. C'était vraiment l'objectif à l'époque d'Obama, sauf qu'il n'y avait pas de moyens. Obama avait dit d'aller sur la Lune, on a déjà été, c'est pas la peine d'y retourner. Maintenant, l'administration Trump, même si Trump ne comprend rien, mais officiellement dit on va retourner sur la Lune. La NASA est d'accord, on va dire, et donc l'objectif pour l'instant, c'est de mettre beaucoup de moyens vers la Lune et officiellement de préparer Mars. Le problème, c'est que si on retourne sur la Lune, si par exemple on fait une station à la surface de la Lune permanente, voire un Moon Village, comme le souhaite notre directeur de l'Agence spatiale européenne, donc une espèce de station spatiale internationale, mais à la surface de la Lune, ça va prendre toutes les ressources disponibles pendant les 10, 20, 30 années prochaines. Donc Mars ne va pas venir tout de suite. Néanmoins, le propos officiel à la NASA, c'est de dire qu'on va juste un peu sur la Lune pour s'entraîner, pour aller sur Mars. Donc Mars, c'est le vrai objectif. Alors, je vais aller dans les détails ensuite, mais à ce stade, souvent, on va poser la question, est-ce qu'on peut vraiment aller sur Mars? On a la technologie actuellement pour aller sur Mars. Personnellement, je pense que oui. C'est quand même beaucoup plus facile de prévoir d'aller sur Mars maintenant que de prévoir d'aller sur la Lune en 1962. Donc, on a la technologie, mais il y a du développement. Donc, le premier challenge, alors, quelques mots quand même. Aller vers Mars, c'est quand même très ambitieux. Pourquoi c'est très ambitieux? Parce qu'il faut, voilà, typiquement un des scénarios, il y en a de multiples scénarios pour aller vers Mars, mais on imagine par exemple 4 lancements de la Space Launch System pour faire un cargo qui va amener plein de matériel sur Mars pour pouvoir en repartir. Ensuite, 2 ans plus tard, on peut lancer vers Mars que tous les 2 ans, tous les 26 mois. On envoie à nouveau du cargo et puis un équipage. L'équipage va mettre 6 mois à peu près pour aller vers Mars. Il se met en orbite, il se pose à la surface, il y reste une trentaine de mois, comme c'est écrit ici, 30 mois au total, c'est marqué 500 jours, un peu plus d'une année. C'est à cause on ne peut pas tout le temps repartir de la Mars vers la Terre de la même manière qu'on ne peut pas tout le temps aller de la Terre vers Mars. On repart et enfin on retourne sur Terre. Donc vous voyez, beaucoup de lancements, beaucoup de matériel. J'y reviendrai plus en détail dans quelques secondes. Donc finalement, le vrai défi numéro 1 d'une mission vers Mars, c'est le coût. C'est le coût. Parce que c'est beaucoup, beaucoup trop cher pour le justifier scientifiquement. C'était le cas pour Apollo. Apollo, le conseiller scientifique de Kennedy a accepté de soutenir Apollo à condition qu'on faisait ça pour la science. Et Mars aussi, j'aurais du mal à expliquer à mes collègues physiciens, médecins, que la priorité des scientifiques, c'est de dépenser 200 milliards de dollars dans l'exploration de Mars. Donc, le problème de justification est le même que d'habitude pour l'exploration humaine, que pour l'exploration de la Lune et pour la Station spatiale internationale, c'est qu'il faut le justifier autrement. Donc simplement,
ça répond je suis sûr, au désir de beaucoup de personnes dans cette salle, j'espère, peut-être pas. Ce qui fait que ça répond au désir d'explorer, d'aventure, etc., de plein de contribuables. Ça, c'est bien. Et donc des politiques. Il y a quand même des raisons objectives de faire de l'exploration humaine, même jusqu'à Mars. Par exemple, ça permet de susciter des vocations pour les sciences et les études d'ingénieurs dans tel ou tel pays. C'est important pour un pays que les gens ne fassent pas que la Star Academy et des choses comme ça. Il faut un peu faire des maths. Ça peut aider au prestige national ou inversement, une motivation, c'est que ça favorise les coopérations internationales. L'exemple avec la Russie, pour la Station spatiale internationale, est quand même une grande réussite. Malgré les grands conflits, ça bosse tous les jours entre la Russie et les États-Unis. Et il faudrait la même chose avec la Chine, quelque part, maintenant. Ça peut inspirer des progrès technologiques. Certains, un peu visionnaires, du genre Elon Musk, voudraient que ça amorce l'expansion des activités humaines, aller coloniser d'autres mondes pour survivre. Et puis il y a des gens qui s'intéressent à l'économie de cela. Et puis enfin, je l'ai mis en dernier, la science. C'est quand même intéressant scientifiquement. On ne peut pas justifier une telle exploration à un tel coût par la science, mais une fois qu'on a des hommes sur place, on peut faire une science extraordinaire. Bon, alors bien sûr, il y a quelques défis techniques. Je vais, pour abréger quand même, les passer en revue sans les détailler avec quelques images, mais on peut les lister là. Ce qui est dur, c'est d'aller vers Mars, faire le voyage vers Mars. Il faut un vaisseau spatial avec un support vie beaucoup plus performant que sur la Station spatiale internationale, qui recycle l'oxygène, l'eau de manière beaucoup plus précise. Il faut pouvoir maintenir les astronautes en bonne santé. Il faut pouvoir atterrir sur Mars. Une fois sur Mars, il faut pouvoir vivre et pouvoir repartir. Il faut une fusée là, sur place. Donc un vaisseau spatial, ça ne peut pas être juste la capsule Orion. Il faut plus de place. Donc là, j'avais prévu tout un propos pour vous résumer des choses, en particulier tous les concepts qui sont en développement pour agrandir, finalement compléter la capsule Orion avec un habitat spatial. On développe en particulier des structures gonflables. Vous savez peut-être que sur la Station spatiale internationale, il y a toute une partie qui est gonflable, qui a été fournie par Bigelow. Vous voyez le développement de cette structure, gonflable enfin, en kit, démontable. Alors régulièrement, les astronautes ouvrent la trappe, elle est quand même fermée. Puis ils vont voir s'il n'y a pas une météorite qui a percé, mais non, ça tient le coup. Donc voilà, vous avez Jeff Williams qui a fait la première fois, il est rentré là-dedans. Il paraît que ça sentait pas très bon, mais ça marchait quand même. Il faut se protéger des radiations, j'aurais pas le temps de trop développer l'affaire. Et il faut se maintenir en forme, puisque quand on fait un voyage de 6 mois en apesanteur, comme vous le savez, c'est pas facile. Donc sur la Station spatiale internationale, les astronautes passent 2 voire 3 heures par jour à faire du sport, avec différentes machines qui sont assez grosses, donc il faudra les miniaturiser, parce qu'on ne peut pas mettre ça sur un... Bon, c'est accéléré, hein. On ne peut pas mettre ça peut-être sur une station. À ce sujet, j'avais quand même prévu de vous parler de quelques expériences qu'on a. Des astronautes en apesanteur pendant 6 mois, on fait ça tout le temps. Les astronautes qui vont sur la Station spatiale internationale, ils partent toujours pour 6 mois, 7 mois, c'est-à-dire la durée du voyage vers Mars. Donc on sait très bien dans quel état ils sont. Mais généralement, quand ils arrivent, ils sont complètement épuisés. Comme dit Thomas Pesquet, c'est un peu comme sur une balance, il n'est plus habitué à avoir du poids, donc il trouve que il ressent que littéralement son bras pèse 10 kilos, que sa tête est très lourde, et puis ils ont un problème d'équilibre. Musculairement, ils sont assez en forme, hein, mais ils ont surtout un problème d'équilibre. Alors il y a quand même un exemple qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, la 6e expédition, donc c'est vraiment au début de la Station spatiale internationale, avec notamment un astronaute que j'ai pu rencontrer qui s'appelle Don Petit. Ils étaient partis en navette spatiale, ils devaient rentrer en navette spatiale. Columbia a explosé au retour, donc ils n'avaient plus d'autre choix que de rentrer en Soyouz. Donc sans vrai entraînement, il a rentré en Soyouz, et pas de chance, ce Soyouz, un modèle TMA, n'a pas fonctionné comme il faut. Résultat, ils ont fait une rentrée directe, non contrôlée, ils sont pris 9G, et ils sont atterris à plusieurs centaines de kilomètres du point prévu. Et donc, ils sont restés 2 heures avant de pouvoir contacter quelqu'un, et avant que le premier hélicoptère arrive, peut-être plus de 3 heures. Donc ça, c'est pas la vraie photo, personne n'a photographié. Et voilà quand on les a récupérés. Et alors, c'est très intéressant d'entendre leur témoignage. Vous aviez là des astronautes qui avaient passé 6 mois en orbite et qui ont dû s'occuper d'eux-mêmes, se mettre en sécurité, préparer un petit camp, parce qu'ils n'avaient aucune nouvelle, pendant les premières minutes après leur atterrissage. Bizarrement, cette histoire est très peu connue, vous ne trouverez rien là-dessus sur le web. Là, vous voyez dans quel état ils sont. Donc, ce que vous remarquez, c'est que lui, là, Nikolai Boudarine, est en pleine forme. Il est debout,
Et il a pu faire plein de choses. Don Petit, la raison, c'est qu'il avait déjà fait ce vol-là. Il avait l'expérience de faire 6 mois dans l'espace, revenir. Et apparemment, il semble que les gens qui ont déjà cette expérience-là sont capables de se relever et de quasiment travailler. Don Petit, que vous voyez ici, il n'a rien pu faire. Il a rampé. Alors, il était capable de ramper. Il a pu sortir du matériel, mais il était incapable de se mettre debout. Donc, voilà, il y a des expériences. On sait, et sa conclusion personnelle, c'est de dire on peut parfaitement atterrir sur Mars, se reposer quelques heures, et puis ensuite se mettre au boulot, quoi. Par contre, s'il arrive quelque chose de catastrophique, les astronautes ne seront pas très performants. Alors évidemment, la solution idéale, ce serait de mettre une centrifugeuse, tout ça. C'est ce qu'on voit dans le film Seul sur Mars. Mais ça coûterait vraiment très cher. Il y a quelques idées de mettre le vaisseau d'un côté, puis une espèce de contrepoids de l'autre côté, puis de faire tourner le tout. Mais ce n'est pas pour l'instant dans les cartons. C'est vraiment très compliqué et pas encore vraiment développé. Alors d'autant plus que Seul sur Mars, vous avez un vaisseau spatial gigantesque. Si vous vous souvenez, il y a une immense salle de gym, alors qu'ils ont la pesanteur. C'est vraiment... Enfin, tout ça pour dire que cet immense espace qu'ils utilisent dans ce vaisseau spatial, dans Seul sur Mars, je voulais m'en servir pour mentionner qu'on parle souvent de problèmes psychologiques, le fait d'être en isolement aussi longtemps. Mais beaucoup d'astronautes, pas tous, et beaucoup pensent que ce n'est pas si embêtant que ça. Je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin. Alors, je vais passer maintenant très en revue. Le problème qui reste, c'est qu'il faut atterrir sur Mars. On s'est posé une tonne, avec Curiosity, je ne vais pas vous montrer le film. Le problème, c'est qu'on a atteint les limites. Avec juste un bouclier et un parachute, on ne peut pas mettre plus d'une tonne sur Mars, l'atmosphère ne freine pas assez. Il faut un plus gros bouclier ou des rétrofusées. Alors des plus gros boucliers, c'est difficile à faire. L'idée, c'est de faire des boucliers gonflables. Et c'est en développement, ça a été testé, ça marche très bien. Et donc c'est pour ça que sur beaucoup d'images, un peu de fiction d'atterrissage sur Mars, vous voyez dans le vaisseau spatial protégé par un bouclier gonflable gigantesque comme celui-là. L'autre astuce, c'est ce que propose toujours Elon Musk. SpaceX n'est pas fan du tout de parachute, même sur Terre, il ne voulait pas mettre de parachute. C'est d'allumer des rétrofusées une fois qu'on est rentré dans l'atmosphère, et puis on se pose, à condition d'emmener beaucoup de carburant. Et on peut aussi faire ça. Après, il faut vivre sur Mars, il y a plein de problèmes avec la poussière, il faut un scaphandre performant. Le scaphandre lunaire est vraiment trop lourd, le scaphandre des sorties extravéhiculaires sur les ISS, c'est vraiment beaucoup trop lourd. Et puis enfin, il faut revenir, et là c'est tout un défi, je suis sûr que vous le savez, mais le grand secret pour revenir, c'est de fabriquer le carburant sur place, en utilisant le CO2, en faisant des réactions chimiques avec de l'énergie, pour faire du méthane, de l'oxygène, et hop, on a du moteur, un carburant fusée. Alors, personnellement, vous voyez toutes ces difficultés, si vous regardez bien ma liste, ce qui est dur, c'est de se descendre sur Mars, vivre sur Mars, redécoller. Ce qui est beaucoup plus facile, ce serait juste de faire la partie voyage vers Mars, mise en orbite, retour. Et moi, je suis un très fort avocat d'une première mission qui se contenterait d'aller en orbite autour de Mars. Alors, quel est l'intérêt ? D'abord, c'est une aventure extraordinaire. Et puis, on peut faire des choses. Par exemple, alors, il y a des rapports qui ont été rédigés sur ce sujet. On peut, par exemple, aller accoster les lunes de Mars. C'est comme une aventure extraordinaire d'exploration, comme Phobos et Deimos. Et on peut aussi faire quelque chose qu'on rêve de faire, c'est commander les robots qui sont très performants, mais en temps réel. Actuellement, quand les robots sont sur Mars, souvent le signal radio met 10 jusqu'à 20 minutes aller, 20 minutes retour, on ne peut rien commander en temps réel. Résultat, des fois on met 3 jours pour faire le tour d'un caillou, enfin c'est terrifiant. Vraiment, c'est très très lent les robots. Et là en temps réel, ce serait formidable avec les progrès de la robotique, on pourrait avoir une espèce d'avatar à la surface. Et il se trouve que c'est quelque chose qui est vraiment dans les cartons. Et c'est un sujet important de travail sur la Station spatiale internationale, la commande de robots depuis l'orbite. Là, vous voyez des tests qui sont faits avec ce petit robot bleu là, qui est à l'ESTEC, donc au centre spatial de l'Agence spatiale européenne en Hollande. Et donc c'est piloté par Andreas Morgensen, qui était un pilote, et puis même Thomas Pesquet a travaillé sur la commande avec joystick, avec retour de force. C'était l'expérience Aptix 2, donc vous voyez notre Thomas favori, qui travaille justement à cette commande à distance de robots. C'est vraiment l'avenir, et on pourrait faire ça depuis l'orbite de Mars en temps réel. Une vraie exploration formidable. Donc je vais conclure là-dessus. Une mission comme ça, juste en orbite retour, ça évoque Apollo 8, et Apollo 8, je crois que c'était une mission extraordinaire, donc je termine avec cette image. Et c'est la fin.
Oh, merci François. Je suppose que vous avez des questions. Moi, j'ai un commentaire. Attendez, je vais rallumer un peu la lumière, là. Alors, oui, si je ne me trompe pas de bouton. Ouais, c'est ça, bravo. Le voyage vers Mars, en fait, tu as un peu occulté. Tu sais que je suis physicien nucléaire de formation. Les radiations, c'est quand même un sacré problème. La plupart des gens vont arriver un peu flagada. Il faut qu'on trouve un truc. Attends, je termine mon truc. Je me demande si la solution, c'est pas un saut technologique dans la propulsion pour aller vers Mars. C'est-à-dire diminuer les radiations, ça veut dire diminuer le temps pour aller vers Mars. Donc le problème qui est exposé là, c'est qu'effectivement, lorsqu'on n'est plus protégé par la stature de Van Allen en orbite basse comme dans la Station spatiale internationale, on peut recevoir des particules énergétiques, notamment venues du Soleil ou le rayonnement cosmique. Cosmique, oui. Et qui se peut effectivement, quand il y a vraiment des éruptions solaires, carrément créer des brûlures et tuer les astronautes en quelques heures, oui. Ou sinon créer des cancers à long terme. Alors, on a mesuré en détail ces radiations. Le problème, c'est qu'on a mesuré, mais on ne sait pas exactement, parce qu'il n'y a pas tant de radiations que ça, mais il y en a beaucoup d'énergétiques, et on ne sait pas tellement comment tester ça sur le cerveau humain, etc. Bon, là, il y a un vrai débat. Oui, il paraît qu'on perd un petit peu la mémoire. Alors, il y a des problèmes. Alors, c'est un des grands sujets, c'est que on a peur. Alors, on a peur déjà que les gens meurent par brûlure, on va dire. Donc là, il faut se protéger derrière des réservoirs d'eau, voire des réservoirs d'hydrogène, c'est faisable. On a peur que le risque surtout de cancer augmente énormément. Ouais. Des gens sont prêts à prendre ce risque. Et puis, tu as raison, ce qui est à la mode en ce moment, je dirais à la mode parce que c'est un sujet qui parlait peu il y a quelques années, c'est la diminution des facultés cognitives. Voilà ce qui est le jargon qui est utilisé. Enfin, je suppose qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à y aller. Non, mais ce qu'on a peur maintenant, littéralement, dans les dernières conférences que j'ai vues sur le sujet, c'est que les astronautes deviennent idiots et se disputent. Ils s'entretuent. D'accord. Bon, je pense qu'on va progresser, et ne serait-ce qu'avec la station, le gateway autour de la Lune, on va apprendre des choses. Oui, mais c'est une vraie question en suspens. C'est-à-dire qu'on peut littéralement trouver des biologistes, physiciens nucléaires qui sont absolument convaincus qu'il n'y a aucun problème, et d'autres qui sont absolument convaincus que ce sera impossible d'y aller si on met plus d'un mois pour y aller, quoi. Ouais. Donc il y a un vrai débat et il n'est pas tranché. Ok, vous avez des questions? Tu peux peut-être, pendant que je passe le micro à mon ami Jean-Claude, nous dire quelque chose sur le parachute de ExoMars 2020? Est-ce que ça s'est amélioré ou non, on est sûr qu'on part? Attendez, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais non, on n'est pas sûr qu'on part. Il y a des problèmes dans les tests qui ont été détectés. On a un nombre, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui. On a un nombre limité de parachutes sous le coude, en réserve, on ne peut pas en faire d'autres. On a très envie de partir en 2020. Repousser le lancement en 2022 serait catastrophique. Et donc on est dans une situation très très désagréable où on a envie de prendre un risque pour des mauvaises raisons. Mais pour l'instant, lancement en 2020. Ah oui. Oh bon, merci beaucoup là, pour votre exposé. Il y a une espèce de paradoxe, puis on ne me donne jamais la réponse, alors je vais vous le poser. La Terre et Mars sont nés à peu près en même temps du même disque d'accrétion autour du Soleil. Bon, il y a à peu près 4 milliards d'années. Oui. On sait que Mars très rapidement a perdu son magnétisme, il a perdu son atmosphère, il a perdu beaucoup d'eau. Enfin bon, donc 1 milliard d'années après sa naissance, c'était terminé. On sait que la vie n'a pu apparaître que pendant ce premier milliard. Et encore, au début, ça devait être un peu chaud. Bon. Le problème, c'est que sur Mars, dans ce premier milliard après sa naissance, il y avait une tectonique des plaques. Donc, on ne trouvera rien de la vie, sauf à 350 km sous la surface. On ne peut pas trouver... Quand il y a une tectonique des plaques, je suis les cours de Romanovitch, c'est terminé, ça s'enfonce. Sur Terre, on ne peut pas remonter très loin parce que la tectonique des plaques a effacé
la surface d'il y a 2 ou 3 milliards d'années. Il n'y a que 5 points sur le globe où il n'y a pas eu de tectonique des plaques. Comment fait-on pour aller chercher la vie alors qu'on sait que si jamais cette vie a eu lieu, c'est à 350 km sous la surface et c'est pas à 2 mètres, et a fortiori à 5 mètres. Alors, une réponse assez rapide. En fait, on ne sait pas du tout s'il y a eu de la tectonique des plaques, on ne le pense pas. Ça a été évoqué à une époque quand on regardait les champs magnétiques, mais c'est tout à fait réfuté, je pense. Et puis surtout, qu'il y ait eu de la tectonique aux plaques ou pas, ce que l'on sait, c'est qu'on a actuellement la moitié de la surface de Mars qui date de cette époque, qui est couverte de lits de rivières et de lacs. Et donc, si la vie est apparue, elle était dans ces lacs. Donc, on a absolument accès à les traces de vie, enfin, on a accès au reste des lacs dans lesquels la vie a pu se développer. Rien n'a été enterré. Peut-être que ce qui était, je ne sais pas, imaginons qu'il y ait eu une tectonique des plaques très active il y a 4,3 milliards d'années. D'accord, cette époque-là, tout a été enterré. Mais c'est pas grave. Ce qu'on sait, c'est que ce qui était présent il y a 3,8 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, les lacs et les rivières sont encore là, tous les sédiments sont là, il n'y a qu'à regarder. Donc, il n'y a pas de paradoxe. Voilà. Oui, bonsoir. Donc, merci pour l'exposé qui était vraiment génial. Et vous ne portez pas toujours la poisse parce que PowerPoint a bien fonctionné ce soir. Donc bon, moi j'ai une question, je voulais savoir, est-ce que ce ne serait pas plus simple de mettre donc une station en orbite et faire descendre les gens un petit peu comme on ferait sur Terre, depuis cette orbite à Mars, et puis revenir, ce qui fait qu'il n'y aurait pas tout ce matériel à emmener et tout ça. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais... Non, mais c'est bien ce qui est prévu. C'est bien ce qui est prévu, puisque effectivement, le vaisseau principal qui est envisagé de ce type-là, là je vous montre le modèle Lockheed Martin. Non, c'est celui-là. Vous pouvez regarder, il y a des documents sans fin là-dessus. Je vais y arriver. Voilà, celui-là. Je vous le mets en détail. Comment dire, celui-là reste en orbite. Donc ce qui descend à la surface, c'est juste une petite capsule. Et à la surface, par contre, on a installé préalablement, automatiquement, des habitats et une fusée surtout, qui a rempli ses réservoirs avant que les astronautes arrivent. Donc l'essentiel reste en orbite, bien sûr. Donc il faut une fusée pour redécoller, mais cette fusée, elle va juste se contenter de mettre les astronautes en orbite basse pour rejoindre ce vaisseau qui va rallumer ses moteurs et rentrer sur Terre. Donc c'est exactement comme vous l'évoquez. D'accord, merci. Encore bravo pour bravo pour cet exposé de cette passionnante aventure. Et j'ai une question qui est vraiment toute bête et toute naïve, je ne suis pas un spécialiste. À propos des sismomètres, est-ce qu'avec un seul sismomètre, on a suffisamment d'informations précises, de qualité, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plus, je dirais au moins 3 ou 4, je ne sais pas. Voilà. Merci. C'est une très bonne question que les plus grands spécialistes posent, surtout qu'on a longtemps, avec Philippe Lénonnet, expliqué qu'il fallait absolument 3 sismomètres sur Mars pour faire du boulot, et c'était des projets qu'on a eu dans le passé. Néanmoins, c'est assez fascinant tout ce qu'on peut faire avec un seul sismomètre. La sismologie est une science très mûre, avec des outils incroyables, et en particulier, on arrive à apprendre beaucoup de choses avec un seul sismomètre. Un exemple, par exemple, si on a un séisme suffisamment fort, on va recevoir les ondes venues une première fois d'un premier séisme, mais les ondes qui sont parties dans l'autre sens, les ondes de surface, vont arriver de l'autre côté. Puis une fois, l'on fait en plus, et ce faisant, on va faire un sondage assez complet avec un seul sismomètre. Donc ce serait bien mieux d'en avoir 3, par exemple, pour faire de la triangulation et un sondage très complet 3D. Mais déjà avec un, on peut apprendre beaucoup de choses, répondre à une partie des questions qu'on se pose, à condition d'avoir un tremblement de Mars suffisamment fort pour pénétrer à l'intérieur. Et puis l'idée aussi, c'était de tester s'il y avait des tremblements de Mars, si ça avait du sens, pour peut-être, dans quelques années, mettre un réseau de sismomètres et faire progresser cette science. Mais c'était une bonne première étape d'en avoir un déjà. Mais c'est une très bonne question. Oui, parmi les échecs
qu'on ne vous impute pas. Il y en a un qui m'a étonné, c'est la fois où, à la suite de vibrations, etc., l'engin s'est retrouvé complètement de travers et a cru, avec ses mesures radar, etc., qu'il était en dessous du sol ou dans une position bizarre. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu dans le programme de descente un test de vraisemblance, disons, parce qu'il était encore beaucoup trop haut pour se trouver dans la chronologie, dans une position de ce genre-là. Donc il me paraît très logique d'avoir prévu que de temps en temps, il y ait une correction d'assiette pour, disons, être sûr que ce n'est pas à la suite d'une mesure perturbée de ce genre-là qui décide de larguer le parachute, etc. Alors que s'il y avait eu quelqu'un à bord, si j'ose dire, heureusement qu'il n'y en avait pas d'ailleurs, il aurait pu se dire non, c'est pas encore le moment parce que on ne doit pas en être là. On ne descend pas en marche du train tant qu'il n'est pas arrêté, en quelque sorte. Ah, bien sûr. Je ne peux pas répondre à autre chose. Évidemment, il aurait fallu que c'était une erreur. C'était une erreur. C'était une partie du programme, je veux dire, de gestion temps réel qui était pas comme il faut. Il aurait fallu prévoir. Envisager dans la conception du logiciel de bord ce cas-là et faire en sorte que le spatial, il faut toujours être complètement paranoïaque. Je suppose qu'il y a des gyroscopes ou des instruments de ce genre-là qui permettent de connaître l'attitude, même si elle n'est pas bonne, au moins la connaître. Ah non, mais c'est ces instruments-là qu'on dysfonctionné. Donc, bon. non, c'est le gyroscope, lui, c'est le gyroscope qui a dysfonctionné et qui a donc transmis de mauvaises informations. Mais il aurait fallu d'abord le tester sur Terre, même si le modèle était livré avec certaines caractéristiques. Il aurait fallu vérifier qu'il comportait exactement le prévu. Il n'y a pas eu le temps. C'est difficile de tout faire. Les moyens, même si ça coûte cher, les moyens ne sont pas illimités. Et puis d'autre part, il aurait fallu être dans un mode de ce qu'on appelle what if, être toujours à imaginer toutes les catastrophes possibles. Pour ceux qui sont ingénieurs ici, c'est le contrôle qualité avec l'arbre des pannes possibles, etc. Ça n'a pas été parfait et paf, on paye sa cash tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez, une dernière, là, monsieur au centre. Là. Faites passer le micro. Bonsoir, merci pour l'exposé. Dans la continuité de l'histoire des sismomètres, est-ce qu'on peut imaginer que la mission, là où il y a un petit hélico, il pourrait aller en poser d'autres? Pourrait aller poser d'autres petits sismomètres plus ridicules, mais des micro-sismomètres? Non, parce que les micro-sismomètres, ça ne marche pas. Il faut quand même, il faut une sensibilité assez extraordinaire, en fait, pour pouvoir faire des bonnes mesures. Il faut être protégé. Et c'est ça que le développement de la mission InSight, avec le sismomètre, nous a vraiment appris. C'est que si on veut une sensibilité suffisante pour faire cette science, il faut un engin d'une précision incroyable. Donc le concept du micro-sismomètre, ça mesurera quoi? Les vents. Le micro-sismomètre sera secoué par les vents et puis il ne mesurera rien d'autre. Le VBB là, sur InSight, donc le VBB c'est une fraction de frictiomètre, mesure des accélérations qui sont de l'ordre de la gravité qu'exerce Jean-Pierre sur moi. Hein. C'est 10 moins... bon, c'est pas nul. Hein. Oui, j'ai choisi Jean-Pierre avec... Oui. Non, enfin, c'est des mouvements qui sont une fraction de noyau. Enfin, c'est incroyable la sensibilité de cet engin, quoi. Donc, c'est pas facile de faire des micro-sismomètres. Mais c'est une bonne idée. Merci. On a eu dans le passé l'idée de mettre des réseaux de sismomètres qu'on larguerait comme ça, etc. Mais on se rend compte que ce serait naïf, ce serait trop dur d'avoir cette sensibilité. Okay, mais pourquoi pas? Écoutez, je crois qu'on va arrêter là. On remercie François. Bravo. 2020, ça sera vraiment l'année martienne. Donc je pense que fin 2020, plutôt 2021, il reviendra nous parler des résultats. Donc je vous souhaite un bon retour et peut-être donc au 9 octobre pour la prochaine conférence. Bonne soirée à tous. Merci.